Et cette année, donc, j'ai décidé de présenter cette anatomie générale du système digestif par l'intermédiaire de la vascularisation. En effet, la vascularisation est fondamentale au niveau du corps humain, à tout niveau, que l'on considère des organes nobles comme le cerveau, avec derrière tous les accidents. C'est pas la peine de chercher sur vos feuilles, c'est pas le même cours que l'année dernière. Donc, accidents vasculaires cérébraux. Nous trouvons également une vascularisation importante au niveau du cœur avec les artères coronaires. Et le territoire digestif sera également très important. Il va y avoir bien sûr une source artérielle. Cette source artérielle va se faire principalement par l'aorte, qui est la plus grosse artère du corps humain. Aorte qui est en situation dorsale. Lorsque l'on fait une coupe très schématique d'un corps ou d'un embryon, voici les contours du corps. Et nous aurons en situation postérieure un système de rigidification qui peut être soit la colonne vertébrale, soit la corde. Et en avant, nous trouverons l'aorte. Aorte qui est donc un tube artériel en situation dorsale. Nous allons trouver dans le système digestif et dans la cavité abdominale plus particulièrement plusieurs types d'organes. Le premier type d'organe, eh bien, c'est le tube digestif. Tube digestif qui va commencer au niveau de la cavité buccale, puis ce sera la région de l'œsophage thoracique, puis franchissant le diaphragme, ce sera l'œsophage abdominal qui est très court, puis c'est le tube digestif que vous connaissez, estomac, l'intestin grêle, le côlon jusqu'au rectum. Nous pouvons très schématiquement ici présenter eh bien, une section du tube digestif que voici avec sa paroi musculaire lisse et sa lumière. Nous présenterons un autre type d'organe qui peut être un type d'organe plein à présent, et en particulier ce seront les glandes annexées au tube digestif que sont le foie, le pancréas. C'est également la rate qui est en situation abdominale mais qui est un organe lié aux fonctions sanguines et immunitaires. Nous pouvons placer un autre organe plein qui ici sera le rein, que vous verrez par ailleurs, et qui appartient au système urogénital. Les positions de ces organes au niveau de la cavité abdominale, qu'ils soient digestifs ou urogénital, sont variables. Le système digestif est dans son essentiel contenu à l'intérieur d'une membrane qu'on appelle le péritoine. Péritoine qui vient du grec, qui veut dire qui enveloppe, qui entoure. Ce péritoine est une membrane de type séreuse, donc on en a déjà parlé aussi pour les synoviales et bourses séreuses, donc une membrane de type séreuse comme la plèvre pour les poumons, ou les plèvres, puisqu'il y en a une droite, une gauche, ou le péricarde pour le cœur, avec deux feuillets, pareil que pour les tendons, un feuillet qui sera pariétal, qui recouvre la paroi, et l'aorte sera ici en situation rétro-péritonéale. Nous trouvons certains organes qui sont rétro-péritonéaux en arrière du péritoine, comme ici le rein, alors que le tube digestif dans son ensemble et la plupart des glandes digestives sont intrapéritonéales, c'est-à-dire que nous allons les trouver entourées de péritoine, qui sera maintenant du péritoine viscéral, et l'ensemble va être rattaché à la paroi par deux feuillets de péritoine qu'on appelle un méso. Donc un méso, M-E-S-O, eh bien, ce sont deux feuillets de péritoine qui permettent de relier un organe digestif à la paroi postérieure, parfois antérieure, mais essentiellement à la paroi postérieure de l'abdomen. Méso qui va être le lieu de passage justement des vaisseaux et des nerfs de la paroi postérieure jusqu'à l'organe. Donc pour les vaisseaux du tube digestif, ils vont systématiquement passer eh bien, à l'intérieur d'un méso repli péritonéal.
Alors que pour les organes rétropéritonéaux, comme par exemple ici le rein, eh bien, les vaisseaux restent entièrement en arrière du péritoine. Bien entendu, il existe ici une cavité qui est schématisée, qui est fortement agrandie et qui est le plus souvent virtuelle. Il n'y a pas autant de vide, c'est rempli d'éléments. Mais dans cette cavité, on trouve un petit peu de liquide, qui est le liquide péritonéal. Et ce liquide et cet espace permet donc aux viscères de glisser contre la paroi. En effet, le tube digestif est quelque chose qui bouge, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Donc, il y a des contractions du tube digestif pour faire avancer, progresser le bol alimentaire, puis le bol fécal. Donc ça bouge à l'intérieur, et c'est normal. Quand on écoute un ventre, on entend un gargouillis qui est le signe que tout marche bien. Un ventre silencieux est un ventre pathologique. Donc ici, on a cette disposition très générale avec donc un méso qui relie du tube digestif à la paroi postérieure et l'ensemble des vaisseaux qui va venir ici eh bien, par des branches de l'aorte abdominale. On peut trouver deux types d'organes, comme je vous l'ai dit. On peut trouver tout d'abord eh bien, du tube digestif, que ce soit œsophage abdominal, estomac, intestin grêle ou côlon, suivant les portions. Eh bien, on va trouver ici cette section de tube digestif avec une paroi qui est une paroi musculaire qu'on appelle la musculeuse, que vous verrez éventuellement par ailleurs en histologie, donc qui est la couche musculaire ou musculeuse. Et puis on va trouver vers l'intérieur une muqueuse, donc composée d'un épithélium très particulier, l'épithélium intestinal, avec des variantes suivant le niveau, estomac, intestin grêle ou côlon, cette muqueuse qui forme un certain nombre de replis, et là aussi, épithélium, dont vous étudierez la structure en histologie. Voici donc ce tube digestif, et il va être bien sûr vascularisé comme tout élément du corps, et nous allons trouver ici eh bien, une branche artérielle, une artériole, ou branche artérielle, qui va ici venir vasculariser eh bien, cette portion de tube digestif, en l'occurrence ici par exemple de l'intestin grêle. L'ensemble est entouré par le péritoine, qui est ici le feuillet viscéral ou péritoine viscéral. Ce péritoine est accolé aux autres couches, donc musculeuses et muqueuses. Ce sont les couches principales, il y a des sous-couches. Et globalement, il est très difficile de décoller le péritoine de l'intestin, donc et du tube digestif. Donc globalement, quand on coupe du tube digestif, on coupe les feuillets du péritoine. Et cette couche de péritoine, feuillet viscéral, c'est aussi ce qu'on appelle la séreuse. Donc trois couches principales, muqueuse, musculeuse, séreuse. La séreuse, c'est donc le péritoine. Il va y avoir un méso pour relier l'ensemble à la paroi. Et voici ces feuillets, ces deux feuillets péritonéaux. Ceci, nous pouvons montrer qu'il s'agit bien sûr de quelque chose qui est relativement long, puisqu'il y a environ 3 à 5 mètres d'intestin grêle, 1,50 m de côlon, donc on a quand même plusieurs mètres de disposition. Et ici, nous pouvons montrer un segment donc d'intestin grêle, par exemple, ou de tube digestif, ce serait proche pour le côlon, avec ici ces feuillets donc séreux qui viennent recouvrir l'ensemble, et ici donc la section de ces feuillets. Entre les feuillets, eh bien, vont passer ici des artères ou des branches artérielles successives, donc dans le méso. Voici ces branches artérielles qui vont passer ici. Mais nous allons trouver aussi, et nous verrons les veines demain, nous allons trouver aussi eh bien, des vénules
Nous allons trouver également des lymphatiques et nous allons trouver également des filets nerveux. Donc, voici tous ces éléments. Et comme tout organe, effectivement, eh bien, le tube digestif présente une vascularisation, apport de sang artériel oxygéné les artères, retour du sang désaturé par les veines, la lymphe particulière au niveau digestif qui va ici être transportée par des vaisseaux lymphatiques, mais au moment de la digestion chargée de particules graisseuses et alimentaires. Puis, nous allons trouver des filets nerveux, puisqu'effectivement, je vous ai dit qu'il y avait des contractions pour le péristaltisme, et qui dit contraction dit obligatoirement un contrôle nerveux. C'est ici de la viscéromotricité qui est donc différente de la motricité volontaire des muscles que nous avions évoqués, puisque c'est une motricité inconsciente. Vous ne réfléchissez pas au fait de faire avancer votre bol alimentaire ou de faire passer les éléments de l'estomac au duodénum. Il existe également des vascularisations d'organes pleins. Nous pourrions évoquer le foie, le pancréas qui est un cas un petit peu particulier car il vient s'accoler à la paroi postérieure, donc il n'y a plus de méso, et la rate qui est un organe abdominal mais qui n'est pas directement un organe digestif. Nous allons prendre l'exemple d'un organe plein, ça pourrait être n'importe lequel, foie, rate, pancréas initial, et nous pouvons placer ici les contours par exemple de cet organe. Donc là aussi c'est de l'anatomie générale, là ça pourrait être valable pour l'ensemble des espèces. Et nous allons trouver au niveau d'un organe plein une région qu'on appelle le île. Et donc ici il s'agit bien d'un parenchyme, donc de quelque chose qui est plein. Et au niveau de ce île vont arriver les artères, partir les veines, suivant les cas, des lymphatiques et des filets nerveux. Donc ici, l'arrivée d'une artère, par exemple si c'était la rate dont nous reparlerons, ce serait ici l'artère donc destinée à la rate, artère splénique, et puis en partiront des éléments veineux en retour, donc avec la veine splénique. Donc voici ici ces éléments du pédicule vasculaire. L'ensemble va être tapissé schématiquement là aussi de péritoine, sauf au niveau du île, où là nous allons trouver un repli qui correspondra à un méso, et l'ensemble ici de l'organe est recouvert par du péritoine, donc sauf au niveau du île, pour que les éléments vasculaires puissent rentrer. Et donc ici on pourrait rajouter un filet continu de péritoine, donc en mettant par-dessus le parenchyme ici une couche de péritoine qui entoure l'ensemble. Ici, cela signifie, vous voyez, que quand on prend l'organe, quand on prend l'intestin grêle, par exemple, on va pouvoir le bouger puisqu'il peut être mobilisé par l'intermédiaire du méso. On peut bouger ici les éléments. Mais on ne peut pas faire le tour du tube. Si on veut enlever un morceau de tube digestif, il faut couper le méso. Ici, pour cet organe plein, comme il y a du péritoine tout autour, on pourrait prendre l'organe plein dans la main lorsqu'on fait une ouverture de la cavité abdominale, et on a simplement ici le île qui retient les éléments avec un méso qui sera au bout. Ceci permet d'évoquer deux types de vascularisation. Ceci est vrai pour l'ensemble des organes. Nous allons trouver
une vascularisation en un premier temps de type terminal. Vascularisation de type terminal, c'est qu'il y a en gros une seule artère qui va donner des ramifications, mais une seule artère qui va se destiner à un organe. Chaque organe a une artère. Mais là, il y a une seule artère. Ceci signifie que si on a une obstruction de l'artère, ça peut être une compression par une pince ou une compression par une tumeur, compression de l'artère ou une thrombose, c'est-à-dire un élément à l'intérieur de l'artère qu'on appelle aussi un embole qui vient boucher l'artère, eh bien, on n'aura plus de sang qui arrive à l'organe. C'est ce qu'on appelle une ischémie, qui peut être transitoire ou définitive. Une ischémie, et si cette ischémie se prolonge, on aura une mort de l'organe, des cellules de l'organe. C'est ce qu'on appelle une nécrose, synonyme infarctus. Donc les organes qui ont des vascularisations terminales sont bien sûr des organes plus sensibles, et nous verrons qu'au niveau du tube digestif, c'est le cas pour un certain nombre de régions. Donc, vascularisation de type terminal, suivant le niveau du vaisseau considéré. Cette vascularisation terminale, on la retrouve dans certaines zones du cerveau, d'où les accidents vasculaires cérébraux. Quand une artère est bouchée, eh bien, en amont, ça meurt et vous avez des signes neurologiques. Et comme territoires terminaux, on a aussi les branches cardiaques, donc de l'artère coronaire. Quand une artère coronaire se bouche, ou certaines branches d'artère coronaire, on a une nécrose en amont. C'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Le myocarde étant le muscle cardiaque. Donc ceci est bien sûr important. Il existe parfois quelques anastomoses avec d'autres artères qui peuvent compenser légèrement. Alors ça peut arriver au niveau du cœur, mais c'est plutôt de type terminal. Ça peut arriver au niveau du cerveau que certaines zones aient des compensations par d'autres artères. Ici, lorsqu'on regarde maintenant ce segment d'intestin, nous sommes très périphériques. Je ne parle pas du niveau central. De façon périphérique, vous voyez qu'il y a de nombreux vaisseaux qui arrivent. Et ces nombreux vaisseaux vont donc s'anastomoser entre eux. Et c'est là une vascularisation de type anastomotique, on reverra comment tout à l'heure, de type anastomotique, ou on appelle ça aussi une vascularisation de type collatéral. Donc là, on a en périphérie, si cette petite artère se bouche, eh bien, le sang va arriver par les autres. Donc là, on n'est plus en territoire terminal, on est protégé, encore une fois, en périphérie. Nous verrons ce qui se passe au niveau central. Voici pour ces premières généralités. Nous allons donc maintenant étudier l'ensemble de l'arbre vasculaire du tube digestif, du système digestif. Ceci parce que finalement, lorsque l'on fait un dessin de ces artères, en particulier en pratique, c'est ce qu'on appellerait une artériographie. Artériographie que l'on peut faire de manière conventionnelle, en injectant un produit de contraste iodé dans le système vasculaire, ou qu'on peut faire maintenant avec des produits de contraste magnétique de type gadolinium en faisant des angio-IRM. Toujours est-il que lorsqu'on regarde ces vaisseaux, eh bien, on va dessiner l'ensemble des organes. Tous les organes sont en fait des espèces d'éponges vasculaires. Nous allons tout d'abord voir ce qui se passe au niveau de l'aorte abdominale qui va vasculariser l'ensemble du système digestif intra-abdominal, c'est-à-dire la quasi-totalité. Cette aorte abdominale naît par définition de l'aorte thoracique, c'est le même tuyau, mais naît au niveau de l'aorte thoracique en continuité lorsque l'aorte thoracique passe à travers le diaphragme. À travers le diaphragme, et diaphragme que vous avez vu ou que vous verrez tout à l'heure avec le professeur Claver. Donc ici, le diaphragme avec un orifice ostéofibreux limité par la colonne vertébrale d'une part, limité par un anneau fibreux qu'on appelle le hiatus aortique. Donc hiatus aortique, cet anneau fibreux au niveau du diaphragme. Cet anneau fibreux, ou ostéofibreux, puisqu'il y a la colonne et l'anneau fibreux, est constitué par
les piliers tendineux du diaphragme, et par le ligament arqué médial. Donc pilier tendineux du diaphragme et ligament arqué médial. Nous sommes ici au niveau de la 12e vertèbre thoracique, nous sommes au niveau de T12. Donc ici, T12, 12e vertèbre thoracique. Nous allons trouver ce tuyau artériel qui est l'aorte thoracique, même tuyau, mais qui change de nom par convention et qui devient l'aorte abdominale. Longueur de cette aorte abdominale variable, bien sûr, suivant la hauteur ou la grandeur d'un individu. Globalement, on dit à peu près de 15 à 18 cm de longueur. Et cette aorte abdominale va se terminer au niveau de L4 en 2 branches qui sont les artères iliaques communes. Artères iliaques communes. Donc, aorte abdominale, division, terminaison au niveau de L4, c'est la terminaison en bifurcation aortique, en 2 artères iliaques communes. Le niveau de L4 correspond au niveau de l'ombilic. Donc c'est un repère, quand vous voyez l'ombilic, vous pouvez imaginer la bifurcation aortique. Donc ici, niveau de l'ombilic qui se projetterait. Le niveau de L4, c'est aussi, d'un point de vue osseux, le sommet de la crête iliaque donc, qui appartient à l'os coxal. Donc sommet de la crête iliaque, ombilic, L4, bifurcation aortique, c'est un élément très important en clinique, en examen et en chirurgie aussi, car on fait toute une chirurgie de cette bifurcation aortique. Si nous regardons à présent les branches, nous allons les mettre de différentes couleurs, pourquoi pas. Pour les distinguer, nous allons trouver tout d'abord des branches qui vont être des branches pariétales. Des branches pariétales qui ne nous intéresseront pas particulièrement ici. Vous les verrez ou vous en reparlerez ou vous les associerez avec les parois du tronc. Ce sont des branches qui sont de type métamérique, c'est-à-dire c'est le même motif qui se répète comme on avait parlé pour les vertèbres. Donc globalement, il y a à peu près une paire d'artères, droite et gauche, par niveau vertébral. Et ces artères pariétales, ce seront les artères lombales. Artères lombales, on peut aussi dire artères lombaires. Donc nous sommes ici tout d'abord en haut en T12, L4. Donc il y aura 3 niveaux. Nous trouverons ensuite le niveau L1. Nous trouverons le niveau L2. Le niveau L3. Et enfin, donc, la bifurcation en L4. Nous allons trouver une première artère lombale. Je les mettrai ici donc en violet. Première artère lombale, on pourrait mettre tout en rouge. Simplement, c'est ici juste pour éventuellement distinguer ce qui est pariétal des autres éléments. Puis nous allons trouver la deuxième artère lombale, L2. Puis la 3e artère lombale, L3. Puis la 4e artère lombale qui est juste au-dessus ici de la bifurcation aortique. Ça c'est la règle, on va dire. Donc droit et gauche, et ce sont des équivalents de ce qu'on voyait au-dessus qui sont des artères intercostales. Donc c'est la suite de ce qui se passe au niveau du tronc. Artère pariétale pour les muscles et la peau de la paroi de l'abdomen. Vers le bas, nous allons trouver une artère pariétale qui va naître de la bifurcation aortique, artère dont nous reparlerons dans l'anatomie spécialisée avec le bassin. Et cette artère ici, c'est l'artère sacrale médiane. Artère sacrale médiane. Elle va être contre le sacrum et elle est donc impaire et médiane. C'est une artère relativement fine qui va se terminer tout à fait en bas, au niveau d'une structure vasculaire, ou plutôt neurovasculaire particulière, qu'on appelle le glomus coccygien. Donc artère sacrale médiane qui vient se terminer au niveau du glomus coccygien.
il y a 5 vertèbres lombales, et donc on va trouver ici, venant de l'artère sacrale médiane, la branche correspondante à L5. Cette artère, cette 5e artère lombale, prend le nom d'artère lombale IMA. IMA, IMA, ça veut dire la plus inférieure, la plus terminale. Donc, les 5 artères lombales, la 5e naissant de l'artère sacrale médiane et étant appelée artère lombale IMA. Et puis, on va trouver un certain nombre ici d'artères sacrales. Alors, il y a 5 vertèbres sacrales, il n'y a pas toujours 5 branches, donc artère sacrale. Ici, c'est l'artère lombale IMA, c'est-à-dire qui correspond à la 5e vertèbre lombale. Donc voilà ces artères pariétales. Dans les artères pariétales, on peut encore rajouter la vascularisation du diaphragme, puisque là aussi, le diaphragme est un muscle, c'est un muscle très aplati, mais c'est un muscle et donc qui va nécessiter, pour sa contraction, une grande consommation d'oxygène. Et effectivement, nous allons trouver ici les 2 premières artères issues de l'aorte abdominale, qui sont des artères pour le diaphragme, et que l'on appelle artères phréniques inférieures. Artères phréniques inférieures qui sont les premières à naître dans l'abdomen et qui vont vasculariser le diaphragme. Tout ce qui vient de frêne va désigner effectivement ce diaphragme. L'innervation du diaphragme, c'est le nerf phrénique. Donc nerf phrénique, artère phrénique ici inférieure. Voici donc des artères de type pariétal. Nous allons maintenant trouver, venant de l'aorte, des artères viscérales qui vont être paires, droite et gauche, artères viscérales qui seront à destinée d'organes rétropéritonéaux. Organes rétropéritonéaux, et je vous rappelle que dans ces organes rétropéritonéaux, on a évoqué déjà les reins et l'appareil urinaire. Nous allons mettre ces artères ici en orange, et nous allons trouver comme artères principales les artères rénales. Artères rénales droite et gauche, qui sont très importantes puisque le rein prend une grosse partie du sang de l'aorte abdominale. Voici ici ces artères rénales droite et gauche qui naissent au niveau de L1. Artères rénales droite et gauche qui sont des artères ici de type terminal. C'est-à-dire que quand l'artère rénale se bouche, le rein va bien sûr avoir une pathologie. Alors heureusement, on a 2 reins, donc si ça se bouche d'un côté, on va compenser avec un rein. On peut vivre avec un seul rein. Donc ici, artère rénale droite et gauche qui naissent en L1. Lié d'un point de vue topographique au rein, au pôle supérieur du rein, existe une glande dont vous avez sûrement entendu parler, c'est les glandes surrénales. Surrénales, le terme officiel, ce sont les glandes suprarénales. Supra étant le terme officiel pour sur ou sus ou au-dessus. Donc les glandes suprarénales qui viennent coiffer le rein. Si l'on regarde ici, mais ça commence à être presque hors du propos, mais si l'on regardait ici un rein, vous reverrez cet appareil urinaire, le rein est coiffé par une glande, qu'on va mettre ici par exemple en bleu, par une glande qui est la glande suprarénale. Cette glande suprarénale est reliée de façon très précise au système nerveux végétatif. Et c'est un organe qui sera très vascularisé. On va trouver 3 artères qui viennent vasculariser cette glande suprarénale, donc 3 artères, ici l'artère rénale, 3 artères qui vont vasculariser la glande suprarénale, ce qui montre l'importance des échanges vasculaires. Pourquoi ? Parce que c'est une glande endocrine. Et par définition, une glande endocrine est une glande qui a sa sécrétion dans la circulation sanguine. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de vaisseaux. En l'occurrence, je vous ai dit 3 artères suprarénales, donc à droite et à gauche. On a une artère suprarénale supérieure qui naît de l'artère
phrénique inférieure. Artère suprarénale supérieure, qui naît de l'artère phrénique inférieure. On va trouver une artère suprarénale moyenne, qui naît directement de l'aorte. Et l'on trouve une glande, une artère suprarénale inférieure, qui naît de l'artère rénale. Donc ici, une glande très particulière, la glande suprarénale, qui va être vascularisée par 3 origines différentes. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit d'une vascularisation de type collatéral ou anastomotique. Donc si l'une se bouche, on récupère la fonction par les autres. Embryologiquement, donc chez l'embryon, au pôle inférieur du rein, et même ça correspond en fait même à un rein primitif, au pôle inférieur du rein, vient se différencier, donc chez l'embryon, ce qu'on appelle une gonade. Gonade, c'est un organe qui va porter les cellules sexuelles et qui viendra se différencier au cours de l'embryogenèse, soit en ovaire chez la femme, soit en testicule chez l'homme. Et ici, nous pouvons montrer qu'embryologiquement, c'est un rein primitif et c'est situé au pôle inférieur du rein. Là aussi, vous en reparlerez. Gonade, testicule ou ovaire. Et que cette gonade va connaître une migration qui fera que l'ovaire descendra dans la cavité pelvienne et le testicule descendra dans la cavité pelvienne, puis sortira par le canal inguinal pour rejoindre le scrotum. Donc l'ovaire est intra-abdominal, alors que le testicule est extra-abdominal. Et en même temps que les gonades migrent, eh bien, elles viennent entraîner leur vaisseau d'origine. Et ceci explique une disposition un peu particulière des vaisseaux. En effet, les artères gonadiques naissent donc à peu près au niveau du pôle inférieur du rein. Les artères gonadiques naissent ici en L2. Artère gonadique à droite, artère gonadique à gauche. Artères gonadiques qui vont être soit une artère testiculaire, soit une artère ovarique ou ovarienne. Et donc, ces artères ici gonadiques naissent très haut en L2, mais vont descendre très bas jusqu'au niveau ou du pelvis ou du scrotum. Artère gonadique, c'est-à-dire artère testiculaire ou artère ovarique. Donc bien sûr, l'artère testiculaire est plus longue que l'artère ovarique puisque le testicule va plus loin. Voici pour ces éléments. Nous avons donc là les parois. Nous avons des organes rétropéritonéaux qui sont en situation abdominale que vous reverrez avec l'appareil urogénital et le professeur Claver. Et venant de l'aorte, nous allons maintenant trouver des artères à destinée digestive. Et globalement, il faudrait qu'il y ait une artère par organe. Artères principales, ce sont donc des artères intestinales. Et on va trouver 3 niveaux de différenciation. Le premier, c'est le niveau de l'estomac. C'est ce qu'on appellera l'artère gastrique. Gaster, je vous l'avais dit, veut dire ventre, mais veut aussi dire estomac. Donc artère gastrique. Et on va trouver ensuite des artères pour l'intestin. Intestin, c'est intestinum en latin. Et en grec, c'est entérone. Si ce sont des artères à destinée de l'intestin, elles passent obligatoirement par un méso. Et ce méso de l'intestin entérone, c'est ce qu'on appelle le mésentère. Donc, les artères qui rejoindront l'intestin sont appelées artères mésentériques. Et il y en a 2, une artère mésentérique supérieure, une artère mésentérique inférieure. Secondairement, au cours du développement, apparaissent des organes annexes, c'est notamment le foie. Nous aurons une artère pour le foie, c'est l'artère hépatique. Pourquoi hépatique? Parce que le foie se dit en latin
ficatum, F-I-C-A-T-U-M. Ficatum, pourquoi? Ça veut dire figue. D'ailleurs, foie vient de ficatum, figue, parce que les oies dont on mangeait le foie étaient engraissées avec des figues, qui sont très sucrées. Et puis, pour d'autres versions, c'est qu'on mangeait le foie des oies, on le mangeait avec des figues. Bon, toujours est-il qu'il y a un rapport entre le foie et les figues d'un point de vue culinaire. Et en grec, le foie, c'est hépar, H-E-P-A-R, et donc qui a donné le terme hépatique, hépato-hépatique. Donc, ici, nous serons dans l'artère hépatique. Hépar, donc le foie, ça a donné son nom à une eau, une eau qui s'appelle hépar et qui est bonne pour le foie. Bon, alors effectivement, de boire de l'eau, c'est pas mauvais pour le foie. Donc le nom n'est pas mal porté. Donc hépar, hépatique, artère pour le foie. Puis nous allons trouver cet organe dont nous avons déjà parlé, la rate, qui est un organe très vascularisé. La rate en latin, c'est liène, L-I-E-N. On peut trouver l'adjectif liénal, qui est parfois employé en terminologie anatomique, mais le terme le plus utilisé est le terme de splène, S-P-L-E-N, splène, splénique, donc ce sera l'artère splénique. Splène qui a donné, notamment dans les termes anglais, spleen, spleen qui veut dire cet état mélancolique, parce qu'on pensait que la rate sécrétait de l'humeur noire qui était mélancolique. Donc à partir de là, nous avons un tronc, l'aorte, nous allons devoir trouver artère gastrique, artère hépatique, artère splénique, artère mésentérique supérieure, artère mésentérique inférieure. Il se trouve, et la nature a fait les choses comme cela, que lorsqu'on regarde les éléments, les trois troncs qui viennent pour la rate, le foie et l'estomac, viennent d'un tronc commun. Et ce tronc commun s'appelle le tronc cœliaque. Ce tronc cœliaque, il naît en T12. Tronc cœliaque, et de ce tronc cœliaque vont naître trois artères, nous les mettrons tout à l'heure de couleurs différentes, vont naître une artère pour l'estomac, artère gastrique gauche, une artère pour la rate qui est à gauche de l'abdomen, artère splénique, et une artère qui va aller vers la droite pour le foie, artère hépatique. Donc ici, c'est ce tronc cœliaque, c'est une variation, si vous voulez, ça aurait pu être autrement, ce tronc cœliaque qui, normalement, réunit artère gastrique, artère splénique, artère hépatique commune. Il existe des variations dans le corps humain, et l'important, c'est qu'il y ait bien ces trois artères, gastrique gauche, splénique, hépatique. Chez certains individus, vous avez deux et une qui naissent, deux ensemble et une séparée, donc il y a des variations. Ça, c'est la disposition la plus fréquente. Ce tronc cœliaque, il naît ici en T12. Donc voici ce tronc cœliaque qui, en lui-même, le tronc cœliaque, est de type terminal. Si ça se bouche, eh bien, ce qui est en amont se bouche aussi. Voici le tronc cœliaque avec ces trois branches dont nous venons de parler, juste en agrandi. Tronc cœliaque en T12, c'est une artère impaire et médiane qui vascularise donc estomac, foie, rate. Puis, nous allons trouver une artère pour l'intestin, artère mésentérique supérieure. Cette artère mésentérique supérieure naît au niveau de L1. Artère mésentérique supérieure qui est là de type terminal. Quand elle se bouche, on aura une nécrose de l'intestin. Inutile de vous dire que si on a 3 à 5 mètres dans l'abdomen qui nécrose, c'est la mort assurée. Donc c'est une urgence chirurgicale, on a entre 6 et 12 heures pour agir. C'est ce qu'on appelle l'infarctus mésentérique. Et puis nous allons trouver l'artère mésentérique inférieure qui va naître au niveau de L3. Donc voici ces branches artérielles. Nous allons à présent commencer par voir aujourd'hui ce qu'il en est des artères de l'estomac. Comment est vascularisé l'estomac? L'estomac est une poche musculaire, donc avec les trois couches que nous avons vues, muqueuse, musculeuse, séreuse, et cette poche a une forme variable bien sûr, suivant qu'elle est remplie ou pas, et globalement, eh bien, c'est une forme de J. Nous trouvons une première courbure qu'on appelle la petite courbure, qui est supérieure et droite. Nous trouvons ici l'œsophage abdominal qui est très court.
Puis nous trouvons cette poche avec une région renflée qu'on appelle le fondus. Puis c'est le corps de l'estomac. Puis nous trouvons l'antre, dernière partie, antre pylorique. Et enfin, la fin de l'estomac qui est le pylore. Entrée de l'estomac, œsophage abdominal. Ici, l'entrée de l'estomac, c'est le cardia. Sortie de l'estomac, ici, c'est le pylore. Si l'on regarde des repères topographiques, le sommet ici de l'estomac, le fondus, c'est au niveau de T9, c'est-à-dire sur le diaphragme, contre le diaphragme. Et la partie la plus basse ici, c'est au niveau de L2, c'est-à-dire le 10e arc costal. C'est la partie la plus basse du thorax. Si l'on regarde l'orifice d'entrée ici, l'orifice d'entrée ou cardia, nous sommes au niveau de T10. Si l'on regarde l'orifice de sortie ou pylore, nous sommes ici au niveau de L1. Donc voici ces repères principaux. La petite courbure, ici, la grande courbure de l'estomac. Cette petite courbure, elle est située légèrement à gauche de la colonne vertébrale et donc sera située légèrement à gauche de l'aorte. T10, ici on peut mettre T11, T12, 11, 12. Et en T12, qu'est-ce que nous allons trouver? Eh bien, nous allons trouver ici cette aorte abdominale que nous avons donc déjà vue. Aorte abdominale ici, qui vient de passer à travers le diaphragme, donc diaphragme qui forme une coupole jusqu'en haut, et ici nous pouvons placer ce hiatus aortique avec donc les piliers tendineux du diaphragme et le ligament arqué médian. Quelles sont les deux premières branches de l'aorte abdominale? Ce sont ici les artères phrénique inférieure. Et maintenant, nous allons voir la vascularisation de l'estomac en plaçant ici le tronc cœliaque, donc qui est au niveau de T12, L1 le pylore. Donc ici, on a au-dessus de la petite courbure ce tronc cœliaque en T12 qui apparaît. Tronc cœliaque dont la première branche va être l'artère gastrique gauche. Cette artère gastrique gauche a un trajet particulier, on dit en épingle à cheveux. Elle remonte vers le haut et la gauche, jusqu'au niveau à peu près du cardia. Et là, vient former une boucle à angle serré, ici, qui va venir longer eh bien, la petite courbure. Voici cette artère gastrique gauche qui a un trajet donc très particulier qui vient rejoindre la petite courbure. Cette artère gastrique gauche va donner des rameaux pour l'œsophage, artère œsophagienne ou rameau œsophagien. Et cette artère gastrique gauche va donner des rameaux pour le fundus, rameau fundique. Cette artère gastrique gauche donne tout le long de la petite courbure des rameaux gastriques à intervalles réguliers, des rameaux antérieurs, des rameaux postérieurs, qui donc vascularisent le corps ici de l'estomac. Artère gastrique gauche. Puis, nous allons placer sur cette vue, elle est beaucoup plus postérieure, nous allons maintenant placer l'artère splénique. Donc ici, on a vu la gastrique gauche, artère gastrique gauche, et maintenant, on va placer l'artère splénique que je vais ici mettre en violet. Artère splénique qui part aussi du tronc cœliaque. Cette artère splénique va rejoindre la rate qui est située à gauche, en arrière de l'estomac. Donc voici cette artère splénique qui est presque horizontale et qui remonte légèrement vers le haut et la gauche. Donc qui naît du tronc cœliaque. C'est une volumineuse artère qui vascularise principalement la rate. Nous voyons ici cette artère splénique qui est située en arrière de l'estomac. Donc voici l'artère splénique qui est cachée, qui est très postérieure. Nous en reparlerons tout à l'heure ou demain. Ici, cette artère splénique va réapparaître et se termine au niveau du île de la rate. Donc île de la rate qui est ici.
artère splénique pour la rate. De cette artère splénique vont naître des rameaux qu'on appelle artères gastriques courtes. Ce sont des artères postérieures, ici, qui viennent remonter et vasculariser le fundus. Donc, artères gastriques courtes, que voici, qui viennent de l'arrière. Donc, il y a une vascularisation en partie, ici, de cette partie haute de l'estomac, par des branches de l'artère splénique. Puis, nous allons trouver de l'artère splénique une branche descendante le long de la grande courbure. Cette branche descendante est appelée l'artère gastro-omentale gauche. Artère gastro-omentale gauche. Artère gastro-omentale gauche. Autrefois, on disait aussi gastro-épiploïque gauche. Pourquoi? Parce que omentum, c'est un synonyme latin de épiploon en grec, et omentum et épiploon, ce sont des replis du péritoine. Donc en effet, ici, nous aurons un repli sous l'estomac, qui est un grand repli de péritoine, qu'on appelle le grand omentum, d'où le nom d'artère gastro-omentale, anciennement artère gastro-épiploïque. Cette artère gastro-omentale gauche longe la grande courbure et va abandonner des rameaux gastriques à intervalles réguliers, antérieurs et postérieurs, et rameaux qui sont de type ascendant vers l'estomac. Et nous trouvons aussi des rameaux de type descendant qui sont ces artères omentales qui vont vers le grand omentum. Alors ce grand omentum, encore une fois, c'est un repli de péritoine, donc c'est translucide. Ce repli de péritoine vient en avant de l'intestin grêle. Il est richement vascularisé et on peut se servir de cet omentum richement vascularisé pour faire des greffes, en particulier cutanées. Quand il y a des grands dégâts cutanés, on peut prendre du grand omentum très richement vascularisé pour le mettre en couverture épithéliale et avoir de nouveau une apparition de peau plus réelle. Donc voici pour ces branches, et nous avons maintenant la dernière branche que je mettrai ici en orange. Cette dernière branche ici, c'est l'artère hépatique. En fait, le nom précis ici, c'est l'artère hépatique commune. Artère hépatique commune qui part vers la droite, puisque le foie est à droite. Artère hépatique commune qui est aussi importante, et qui fait une courbe concave vers le haut. Courbe concave vers le haut, pourquoi? Eh bien, parce qu'elle va rejoindre le foie, et nous en reparlerons, mais au niveau du foie, elle viendra se diviser notamment en deux branches. Donc voici cette artère hépatique commune. L'artère hépatique commune, elle-même, vient se diviser en deux branches terminales. Artère hépatique commune, c'est une branche descendante qu'on appelle l'artère gastro-duodénale, donc qui descend presque à angle droit, en arrière du pylore et du duodénum qui fait suite à l'estomac. Et à partir de cette bifurcation, deuxième branche terminale, c'est l'artère hépatique propre. Donc artère hépatique commune, artère gastro-duodénale, artère hépatique propre, qui sont les deux branches terminales. L'artère gastro-duodénale va descendre ici vers l'arrière et vasculariser en particulier duodénum et pancréas. Artère hépatique commune, artère gastro-duodénale, artère hépatique propre, donc ces deux branches étant les branches terminales de l'artère hépatique commune. De l'artère hépatique propre naît une branche qui revient vers l'arrière, qu'on appelle, vers l'arrière et la gauche, qu'on appelle ici l'artère gastrique droite. Nous avons vu l'artère gastrique gauche, voici l'artère gastrique droite qui naît de l'artère hépatique propre. Artère gastrique droite qui vient rejoindre la petite courbure, et cette artère gastrique droite vient faire une anastomose avec l'artère gastrique gauche. Donc artère gastrique droite qui naît ici de l'hépatique propre et qui va donner des artères pyloriques, artères ici gastriques à intervalles réguliers, antérieures et postérieures.
Donc c'est là un système anastomotique, ce qui va être bien sûr une sécurité pour l'estomac qui est très vascularisé, et aussi des possibilités chirurgicales qui vont s'offrir. Artère gastrique gauche, et cet ensemble ici est appelé le cercle artériel de la petite courbure. Cercle artériel de la petite courbure qui est donc constitué par l'artère gastrique gauche et par l'artère gastrique droite. Les branches venant du tronc cœliaque. Si le tronc cœliaque se bouche, c'est tout qui nécrose. Après, on peut avoir simplement l'artère splénique ou simplement une artère gastrique gauche. Si c'est l'artère gastrique gauche, pas de problème, on récupérera le sang par l'artère gastrique droite. Anastomose. Et puis, il nous reste encore un bout, comme vous le voyez. Ce dernier bout, eh bien, il va venir de l'artère gastro-duodénale. Artère gastro-duodénale qui va se diviser en deux. Une artère descendante, comme la gastro-duodénale, pour le pancréas et le duodénum. C'est l'artère pancréatico-duodénale supérieure. Nous en reparlerons demain. Et puis, nous trouvons l'artère gastro-omentale droite, qui ici eh bien, vient rejoindre la grande courbure, et cette artère gastro-omentale droite eh bien, vient s'anastomoser avec l'artère gastro-omentale gauche. L'artère gastro-omentale droite donne ici à intervalles réguliers, à peu près tous les centimètres, eh bien, des artères ou rameaux gastriques, antérieurs et postérieurs, et donne des branches descendantes qui vont dans le grand omentum, repli donc de péritoine en avant de l'intestin grêle, qui sont les branches omentales. Et nous avons ici un cercle artériel, qui est le cercle artériel de la grande courbure, constitué par l'artère gastro-omentale gauche et par l'artère gastro-omentale droite. Là aussi, un système anastomotique, et tout ceci aura bien sûr des implications. L'estomac est protégé d'un point de vue vasculaire. Il y aura des implications chirurgicales, puisqu'on pourra par exemple couper ici l'estomac en deux et garder un morceau pédiculé. C'est par exemple ce qu'on appelle une tubulisation de l'estomac. On coupe l'estomac en deux ici, on garde une vascularisation par la petite courbure, une vascularisation par la grande courbure, on ferme l'ensemble et on peut utiliser par exemple ce morceau tubulé et vascularisé pour remplacer l'œsophage. Si on a un cancer de l'œsophage thoracique, on va enlever l'œsophage thoracique, eh bien on peut prendre ici ce morceau d'estomac, il faut bien sûr des vaisseaux, avec ces vaisseaux on va le remonter dans le thorax et on fera donc une plastie œsophagienne. En un mot tout de suite, puisqu'on a ce schéma, les vaisseaux lymphatiques, on en redira un mot, mais vont être calqués sur le système artériel. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, eh bien vous avez ce qui se passe pour le drainage lymphatique. Et le drainage lymphatique va donc aller d'une part dans des relais spléniques, des relais hépatiques, des relais gastriques gauche, puis nous aurons des relais cœliaques avec des nœuds lymphatiques. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on a un cancer de l'estomac, les cellules peuvent métastaser par le système lymphatique vers les nœuds lymphatiques. En un premier temps, ce sera local. Et en un deuxième temps, ça va rejoindre des nœuds lymphatiques qui seront ici cœliaques. Alors pourquoi cœliaque, je ne vous ai peut-être pas dit. Cœlia en grec, ça veut dire la cavité. C'est donc l'artère de la cavité abdominale, la première artère cœliaque, de cette cavité qu'on appelle aussi cœlome. Donc ça veut dire que quand on a un cancer de l'estomac, il va falloir aussi aller voir en profondeur ce qui se passe contre l'aorte et éventuellement faire ce qu'on appelle un drainage, un curage lymphatique et enlever ces nœuds lymphatiques qui sont envahis. Donc voici pour ces éléments artériels. Nous verrons demain la poursuite de ces vaisseaux avec les éléments vasculaires du pancréas et du duodénum, de l'intestin grêle, du côlon, et nous dirons pour finir quelques mots de la vascularisation veineuse, donc approche de cette anatomie générale du système digestif. Merci de votre attention. J'ai fait que deux.